Ce soir, au panel politique, Marie-Michèle Sioui, correspondante parlementaire pour Le Devoir à Québec, et Alec Castonguay, notre collègue. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ça tombe bien, vous êtes parmi les journalistes qui comprennent le mieux le réseau de la santé. En fait, vous, Marie-Michèle, c'est une évidence, vous avez écrit un livre qu'on va voir, Dompter le mammouth, tellement... L'indomptable, oui, dompter, c'est l'objectif, mais l'indomptable mammouth, parlant du système de santé. Alec, vous avez écrit sur la pandémie, vous suivez ça de très près. Alors, premier tour de table, est-ce qu'il y a une hypothèse dans votre esprit, puis vous l'avez rencontré aussi, Marie-Michèle, l'ancien ministre, est-ce qu'il y a une hypothèse où il aurait pu aller au bout et que le gouvernement Legault, donc le premier ministre, tienne la barre et qu'on impose soit des pénalités, mais qu'on impose quelque chose si les cliniques n'arrivaient pas à un certain nombre d'inscriptions, de vraies inscriptions de patients? Marie-Michèle. On sera en cours en ce moment. En fait, ce serait devant les tribunaux si ça avait été le cas. Puis il nous l'a dit très clairement. M. Dubé, lui, avait dit à ses équipes, préparez-vous, préparez tout ce qu'il faut pour qu'on aille se défendre devant le tribunal. Puis c'est l'impression, puis d'ailleurs, vous en avez parlé dans l'entrevue, puis je me suis rappelé la même chose. François Legault est arrivé dans ces négos-là armé jusqu'aux dents, en disant qu'il était prêt à aller jusqu'au bout, que c'était pas vrai que lui allait encore être un premier ministre qui allait laisser tomber son ministre de la Santé, comme on l'a vu une fois après l'autre dans l'histoire du réseau. Puis finalement, M. Dubé l'a dit assez poliment, là, mais à cause du cycle politique, à cause des risques, donc, politiques, bien, M. Legault a décidé qu'on allait aller vers un compromis. Puis je souligne en passant que cette entente-là, avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, les médecins de famille, donc, a été présentée au départ comme un moyen de permettre la prise en charge de 500 000 Québécois. Prise en charge. Et c'est par des reportages journalistiques qu'on a su que finalement, ce qu'on faisait, c'est qu'on inscrivait 1 demi-million de Québécois au GAP, au guichet d'accès première ligne, le 811, option 3, et que donc les patients doivent encore passer d'un médecin à l'autre. Et ça, pour la FMOQ, c'est de la prise en charge, mais pour le Collège des médecins, pas tout à fait. Puis pour Christian Dubé, bien, ça n'en est pas du tout. Puis c'est pour ça qu'il a démissionné, entre autres. Et vous avez raison de le dire. Puis vous, entre autres, vous avez écrit des articles pour montrer que derrière les paravents de cette entente-là, il n'y avait pas de prise en charge. Alec, le GAP, le guichet d'accès à la première ligne, devait être transitoire pour arriver à un moment donné où les Québécois allaient pouvoir appeler qui leur clinique, qui leur CLSC, qui un endroit de soins, puis avoir un rendez-vous. On est encore loin de ça, Alec. On est encore loin de ça parce que il manque de médecins de famille. Ça, c'est l'un des plus gros problèmes. Il n'y en a pas suffisamment ou sont mal répartis sur le territoire. Donc, on cherche une manière de leur donner accès aux patients, aux médecins, mais on n'est pas capable de les affilier à un médecin individuel. Encore pire, on n'est pas tout à fait capable de les affilier à un GMF. Donc, il faut les affilier au GAP. Puis là, on tombe, j'aime bien l'image de Marie-Michèle, c'est l'option 3. Puis on espère qu'il y a un rendez-vous pour soi dans quelques semaines. Là, donc, il y a quelque chose d'un peu nébuleux là-dedans. Puis non, on n'est pas capable au gouvernement d'y arriver. On n'est pas capable parce que les médecins veulent garder un contrôle sur leur clientèle. C'est ce que Christian Dubé appelle le volontariat. Tant que les médecins vont choisir qui ils ont comme patients et quel type de rendez-vous ils leur donnent, on ne sera pas capable d'affilier tout le monde. Puis ensuite, il en manque des médecins. Et donc, la combinaison de ces deux facteurs-là fait en sorte qu'on n'est pas capable d'avoir un accès pour tout le monde au Québec. Pas de la manière dont le système est structuré. Donc, on commence à essayer de changer ça en disant, la capitation, la prise en charge va être plus valorisée. Ce ne sera pas seulement au rendez-vous, donc à l'acte, mais ça prend du temps à virer ce paquebot-là. Et on n'a pas été capable d'y arriver dans cette négociation-là. D'ailleurs, quand Christian Dubé... Juste un instant. Quand Christian Dubé dit, puis Marie-Michèle a raison, je suis prêt à aller devant les tribunaux, j'étais armé, j'aurais été devant me battre en cours. Le problème, c'est qu'il a perdu devant le tribunal de l'opinion publique avant d'être capable de se rendre devant le tribunal judiciaire. Et donc, il a mal joué ses cartes, notamment autour de la loi 2, qui était une loi beaucoup trop forte, beaucoup trop coercitive. Et c'est là que l'opinion publique a basculé. Les médecins ont pris peur, ont commencé à signer en Ontario, puis au Nouveau-Brunswick, les gens ont eu peur de perdre leur médecin de famille. Quand les patients ont peur, on a vu l'opinion publique, là, en 2 ou 3 semaines, changer. Et donc, Christian Dubé a perdu la bataille au mois de novembre, en réalité, pas lorsque l'entente a été signée
ou Ouais. du moins les échos qu'on en a eu au mois de décembre. Oui, d'ailleurs, il le reconnaît dans l'entrevue. Il a perdu totalement la bataille, Marie-Michel, de l'opinion publique. Puis lui attribue ça davantage au fait qu'il n'y avait pas des bonnes données pour répondre aux fédérations, à la fédération, si on isole les omnipraticiens, qui n'étaient pas équipés, puis que là, il y a eu une espèce de tournis. Est-ce qu'ils travaillent assez, ils ne travaillent pas assez? Est-ce qu'il en manque, est-ce qu'il en manque pas? Mais je vous repose la question, est-ce que politiquement, il a été lâché ou Legault, à votre avis, n'avait pas vraiment le choix là, à ce moment-là? Marie-Michel. Bien, François Legault a fait ce que tous les autres premiers ministres dans l'histoire ont fait avant lui. Et même quand l'assurance maladie est née en 70, il y a eu une grève des fédérations de médecins. Puis si ça n'avait pas été de la crise d'octobre, possiblement que les fédérations n'auraient jamais embarqué dans le réseau public. Donc, c'est extrêmement difficile de négocier avec les fédérations de médecins. La vie ou le sentiment de sécurité, comme le dit Alec, de certains patients est touché. Donc, est-ce qu'il y avait vraiment le choix, François Legault, de faire ça? Puis je veux revenir sur ce qu'on vient de dire. L'idée qu'il manque de médecins, oui, mais de plus en plus, on essaie d'installer dans la tête des Québécois cette idée-là que la porte d'entrée dans le réseau, ça n'a pas besoin d'être un médecin. Moi, pour renouveler ma prescription, j'ai pas besoin d'avoir un médecin pour un suivi pour mes enfants. Je peux très bien faire ça avec une infirmière, praticienne spécialisée, etc. Et donc, on a présenté une politique de première ligne où on fait un retour dans le temps. On revient aux années 70, puis on propose que la porte d'entrée, ce soit les CLSC. Et donc, on n'ait pas le réflexe de chercher à aller voir toujours un médecin. Mais le problème, c'est que les médecins de famille sont dans des GMF qui sont pour la plupart des structures privées et les fédérations de médecins ont toujours boudé les CLSC. Donc, on se retrouve avec toujours... Ils sont jamais allés, les médecins. Exactement. Donc, on se retrouve avec toujours les mêmes problèmes. On essaie de changer les mentalités. On essaie de dire aux gens, regardez, la santé, c'est aussi la prévention. C'est aussi faire attention à vous. Le meilleur moyen de ne pas aller chercher du soin, c'est de faire de la prévention, de bien manger, de rester actif, etc. Mais c'est très difficile de changer ces mentalités-là, de changer d'idée que la première porte d'accès, c'est un médecin. Et donc, quand on a l'impression, pour revenir à votre question, que dans l'opinion publique, les médecins paniquent, les médecins ont peur, les médecins vont se sauver, bien, les patients réagissent de la même façon. Eux aussi ont peur de perdre leur personne de confiance qui les aide, qui les guide. Et ça, pour un gouvernement, ça devient extrêmement difficile à contrôler ou à reprendre là, comme narratif. Oui, mais un jour, peut-on espérer, Alec, Marie-Michel, que les 500 000 là, qu'on avait promis, en fait, on en aurait besoin d'1,2 million et non pas 500 000 en passant. 500 000, c'est que l'échéance arrivait, mais au départ, c'était 1,2 million qu'il voulait, lui, de vraie prise en charge. Est-ce qu'un jour, on va arriver par une autre négociation, Alec, avec un autre ministre? Est-ce qu'il aura fait un petit bout de chemin, autrement dit, puis quelqu'un d'autre va arriver à débloquer le pot de confiture? Là? Bien, vous me connaissez, Patrice, moi, je suis un éternel optimiste. Bon. Donc, je vais vous dire qu'on devrait peut-être être capable d'y arriver. Oui, je pense qu'on peut y arriver. Le problème, c'est que la bouchée était trop grosse cette fois-ci. Christian Dubé a beaucoup de qualités. C'est un homme déterminé, c'est quelqu'un d'intelligent. Il a été, je pense, lorsqu'on va comparer son bilan à d'autres ministres, il a été un bon ministre de la Santé. Il a réglé le problème de la main-d'œuvre indépendante, les agences privées. Ça fait des années que les spécialistes disent qu'on devrait avoir une structure comme Santé Québec qui permette d'avoir un grand partage de ressources, d'informations entre les différentes régions. Donc, il a fait des choses pour le système de santé qui vont, je pense, au fil du temps, aider le système. Mais il est pressé, Christian Dubé, un peu comme François Legault, c'est quelqu'un de pressé. Là, il voulait tout régler dans cette négociation-là avec les médecins en se disant « c'est mon occasion, c'est ma chance, on y va ». La bouchée était trop grosse. Et donc, on a pris peur du côté des médecins. Puis comme c'est un lobby extrêmement puissant, il y a eu un peu de chantage là-dedans aussi, il faut le dire, là, quand les cliniques commençaient à envoyer des lettres aux patients en disant « nous allons fermer ». Il y avait pas mal de chantage là-dedans. Mais c'est un lobby. Il négociait à la dure. Et comme on voulait en faire beaucoup du côté du gouvernement, on a été obligé de laisser tomber des pans de la réforme. On espère que la prochaine négociation en 2028, on ajoute à ce qu'on est en train de construire et non pas qu'on enlève des morceaux. Là. Très bien. Un dernier mot, Marie-Michel. Oui, allez-y. Bien, si je peux me permettre, c'est ce qu'il souhaite. C'est un fil conducteur de son document. Il parle souvent de 2028. Il parle souvent des médecins, probablement parce qu'il restait un peu déçu de ça, mais aussi parce que c'est un gros poste budgétaire. Hein? C'est 10 milliards pour 20 000 médecins, donc à peu près
8 sur 100 là, que vous payez en impôts va à la rémunération des médecins. Là, je ne dis pas que c'est trop ou que c'est pas assez, mais c'est juste c'est un poste important sur lequel le gouvernement n'a pas beaucoup de contrôle. Puis ça le dérange de ne pas savoir où l'argent va exactement. Et 2028, la prochaine négo, bien, on voit que lui, c'est un peu comme... Moi, je l'ai vu un peu comme un entraîneur là, qui est rendu sur le banc là, parce qu'il ne peut plus jouer maintenant, mais il essaie de dire aux joueurs qui vont aller sur le terrain « Hey, oubliez pas, telle stratégie, ça pourrait fonctionner ou on peut bâtir sur telle chose pour que ça se passe mieux la prochaine fois. » Et il parle à la fin, vous en avez parlé vous aussi dans votre article ce matin, Marie-Michel, il parle des tabous, là, puis là, il dit des choses qu'un ministre ne dirait jamais, c'est-à-dire augmenter les frais d'hébergement, revoir le panier de services, ce qui est prévu comme étant 100 remboursable. Mais un point où je veux vous entendre, Marie-Michel, plafonner les tarifs que les médecins au privé demandent pour des hanches, par exemple, de sorte que ça serait moins attrayant pour les médecins d'aller au privé, d'une part, et moins cher quelqu'un qui veut absolument aller au privé. Marie-Michel, ça, il est plus libre, on le voit, là. Oui, bien, ça peut être intéressant. Puis il y a déjà des ententes avec des cliniques privées là, qu'on appelle des CMS pour certaines chirurgies. Ça existe depuis un bon moment. Donc, ça peut être une piste de solution. Mais il y a aussi, je disais que je voyais l'entraîneur. Je voyais aussi quand même le gestionnaire ou le patron qui s'est heurté à des réalités syndicales, notamment, puis qui a trouvé ça assez difficile à gérer. Puis la raison pour laquelle il parle des CHSLD ou pour laquelle il parle de la rémunération des médecins, là, cette fois-ci, c'est le comptable, c'est son troisième chapeau qui embarque. C'est parce qu'il regarde les plus gros postes budgétaires, puis il se dit, si on travaille là-dessus, il calcule que c'est 6 milliards à peu près, là, l'hébergement en CHSLD, la rémunération des médecins, 10 milliards. Donc, si on réussit à aller chercher des sous là, bien, ça peut être plus payant, on peut faire de plus grosses économies que si on regarde ailleurs là, dans le réseau. Et sur un aspect, Alec, plus personnel, puis vous avez couvert, comme moi, des divorces politiques, là, il n'a pas reparlé à M. Legault, il n'a pas reparlé à Martin Koskinen, qui l'a un peu lâché dans un article de la presse il y a quelques mois, en disant, vous savez, le premier ministre faisait beaucoup confiance à M. Dubé, autrement dit, M. Dubé avait comme perdu le contrôle, puis on a été entraînés. C'est dur, la politique. C'est fait de ces ruptures-là aussi, Alec. Ça a pris des années avant que Lucien Bouchard et Brian Mulroney se reparlent après le divorce autour de l'accord du Lac-Meach à l'époque, la création du Bloc québécois. Je ne dis pas que c'est aussi profond dans le cas de Christian Dubé. Là. On parle de négociations avec les médecins. C'est peut-être pas une question de la place du Canada dans le monde, du Québec dans le monde, mais oui, c'est l'amitié en politique. Rapide. Ça peut être un avantage parce que, on a une proximité dans le cas de Christian Dubé avec le premier ministre. Hein. Il avait l'oreille du premier ministre que d'autres ministres n'avaient pas du tout. Mais en même temps, ça devient très cruel lorsque ça ne fonctionne plus parce que les émotions embarquent. Puis, moi, je pense qu'ils vont se reparler. Je pense que c'est deux personnes qui s'aimaient suffisamment avant pour renouer après. Mais dans les deux cas, on est encore en sevrage de la politique. Vous voyez François Legault sur la filière batterie sur les réseaux sociaux depuis 3-4 jours. Oui. Il veut défendre son bilan, Bien, Christian Dubé, il veut défendre son bilan, Bien lui sûr. aussi. Alors éventuellement, ils vont se reparler, mais je pense que c'est encore des blessures à vivre, très, très vives actuellement. Là, Évidemment, tout le monde ne lira pas ça, Marie-Michel. C'est oui, ce document-là que vous avez lu aussi, comme moi, de A à Z, mais parce qu'il y a des petits bouts à rire. Mais c'est intéressant. C'est une pièce intéressante dans cette grande réforme qui ne finit jamais, Marie-Michel. Non, puis je veux revenir sur François Legault. Moi, j'avais l'impression que François Legault avait perdu deux amis dans cette histoire-là. Lionel Carman, son ancien voisin, et Christian Dubé. Puis j'ai été très surprise quand je lui ai demandé « Êtes-vous en peine d'amitié? » Christian Dubé m'a répondu « J'avais une relation d'affaires avec François Legault. » Je pense que cette phrase-là va faire mal un peu à François Legault. J'ai été étonnée quand même qu'il réponde de cette façon-là. Puis pour le document, bien, c'est intéressant parce que M. Dubé aimerait enseigner, va aller donner un cours, là, va aller rencontrer les étudiants à l'ENAP et à HEC, je crois. Donc, effectivement, là, ça peut être une espèce de feuille de route. Puis quand on prend un pas de recul sur l'histoire du réseau, on se rend compte que souvent, on ne perçoit pas tout de suite les résultats de certaines réformes, mais qu'après quelques années, on voit qu'on a construit un étage à l'édifice, un autre, et que chaque ministre de la Santé, peu importe la formation politique, a bâti sur ce que son ou ses prédécesseurs avaient fait. Donc, il y a certains progrès, peut-être même certains reculs, qu'on va mesurer dans quelques années. Marie-Michel Sioui, Alec Castonguay, merci
beaucoup, très intéressant. À la prochaine. Au revoir.